Déportation. Et nous, on habite. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Mais il y avait des concentrations là-bas. Bien, mais qu'est-ce qu'il y a à voir aujourd'hui là-bas? Non, il y a rien, nous on vient de là-bas. Ah, mais maintenant on peut voir les restes. Les restes. Ouais, ce qu'il reste là-bas. Le train avant d'aller à Auschwitz passait par là. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous visitez? Quels On a sont les visité les musées. Tout à l'heure, Lesquels? on a On a visité le Holocauste. Ah, ok, yeah. Et le musée, enfin le Topographie de la terreur. Des terreurs. Le film que vous allez voir retrace notre histoire, celle d'un groupe de 11 jeunes investis dans un projet original avec le Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret, le CERCIL, le musée mémorial des enfants du Veldiv. Cette expérience a reçu le label Porte du Temps, dispositif du ministère de la Culture qui encourage l'ouverture des sites patrimoniaux aux jeunes habitant dans les zones urbaines sensibles. Ce projet s'est fait avec le soutien de la communauté de communes, le cœur du Pithiviers et la ville de Pithiviers. Un petit retour en arrière s'impose. Nous sommes maintenant en octobre 2015. Au cours de cette semaine de recherche, nous avons produit une émission de radio sur le thème de la propagande antisémite durant la Seconde Guerre mondiale. Écoutez un extrait de l'émission que nous avons diffusée sur France Bleu. Un journaliste français en mai 1941 sur Radio Paris raconte la vie des Juifs dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, dans le Loiret. Il justifie l'internement des 3700 hommes juifs étrangers en expliquant que c'est pour leur bien et celui du pays. Cette propagande était utilisée pour influencer les Français à développer l'antisémitisme. Sur ces 3700 hommes, 700 se sont évadés et les autres ont été déportés au cours de l'été 1942 à Auschwitz. On écoute un extrait de cette émission. Voici maintenant, mes chers auditeurs, à Beaune-la-Rolande. Ce camp est plus important que celui de Pithiviers, puisqu'ils sont internés, me dit le capitaine qui le commande, depuis 2 jours, 2096 hommes. Les Juifs grouillent ici sur un espace légèrement moins vaste qu'à Pithiviers. Déjà, je vois les corvées d'hommes qui partent vers les meules de paille compressées, d'autres qui se dirigent vers le village, vers la gare du pays, sans doute, pour assurer le ravitaillement. Sur ces confins de la terre beauceronne, est-ce qu'ils sentiront naître en eux ce qui a toujours manqué à leur race depuis les patriarches, l'amour de la terre et des travaux des champs? Il est malheureusement permis d'en douter. Qu'importe, s'ils ne veulent pas comprendre la grande et austère leçon de ce paysage du grenier de la France, de la rude et laborieuse population de cette Beauce, du moins auront-ils débarrassé Paris de leur très indésirable présence. Que vous dirais-je encore sur ce camp, si ce n'est que l'hygiène y sera assurée par une infirmerie fort bien organisée, dans une grande baraque en ciment armé, et à l'intérieur de laquelle se trouveront en permanence une quinzaine de docteurs, pris parmi les docteurs juifs internés dans le camp. À partir du mois de janvier, nous nous retrouvions tous les mardis soirs au centre Camille Claudel, accompagnés par Sylvie Manteau, animatrice au Pige, Laetitia Luthier, animatrice au centre municipal Terre en couleur, Julie Dru, médiatrice au CERCIL, et Daniel Begdad, animateur au Franca. Nous préparions notre séjour pour Berlin afin de poursuivre le travail amorcé, quelques mois plus tôt, autour des camps d'internement du Loiret. En février, nous avons réalisé une émission de radio avec Daniel, animateur d'accès à l'expression radiophonique pour l'association départementale des Francas du Loiret. Écoutez-en quelques extraits. Qu'est-ce que vous avez fait encore durant cette semaine? Vous avez visité donc des monuments locaux sur Pithiviers. Ça là. On a été au musée le CERCIL à Orléans. D'accord, alors je le dis pour les auditeurs, le CERCIL, Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret. Où il nous montre plusieurs témoignages de personnes qui ont vécu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait des témoignages écrits comme des témoignages oraux. D'accord, qu'est-ce que vous avez pu voir encore au CERCIL, Karim? À l'entrée du musée, on peut remarquer une cabane. C'était Alors une cabane, le nom c'est une baraque. Oui. Une baraque où vivaient les Juifs qui étaient déportés. Ils vivaient dans des conditions difficiles. Et c'était inhumain. Oui, Zacharia. Dans cette baraque, il dormait dans des pailles, dans de la paille. Le mercredi 2 mars, nous sommes partis aux archives de Pithiviers.
Les archives municipales de Pithiviers représentent l'histoire de la ville. Vous pourrez y trouver des registres depuis 1569, des délibérations municipales du XVIIe siècle à nos jours, des documents iconographiques et des exemplaires de l'écho de Pithiviers que nous avons étudiés. Le 23 mars, nous sommes retournés au Cercil rencontrer Monique Segal. Avant la guerre, la petite Monique Segal vivait avec sa mère, Rachel, sa sœur et sa grand-mère à Paris. Madame Segal est arrêtée en 1942 et sera déportée sans retour. Tremblante pour ses enfants devant la menace de déportation qui pèse sur les Juifs en France, Rachel Segal fait appel au Secours National, une organisation d'aide aux familles de prisonniers de guerre pour trouver une cachette sûre pour les petites filles. C'est ainsi que Monique, 4 ans, arrive chez les Balestes, à Lue, en 1942 pour un mois de vacances. Au bout de ce mois, par une lettre, la mère de Rachel Segal demande aux Balestes de garder Monique car toute la famille est recherchée par les Allemands. Convaincus qu'elle sera plus en sécurité si elle est prise par une catholique, ils la font baptiser après avoir obtenu l'accord de sa mère et la font passer pour leur fille. Monique demeura chez la famille Baleste jusqu'en 1950, date à laquelle Rachel, remariée, put à nouveau assumer ses 2 filles. Pendant les 8 années que Monique passe chez les Balestes, elle y est traitée comme un membre de la famille et restera très liée avec ses parents d'adoption et sa grande sœur, Jacqueline. Nous sommes également allés au Pige pour préparer notre séjour. Maintenant à Berlin où nous sommes allés du 11 au 15 avril 2016. Nous y avons effectué de nombreuses visites. Le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe, situé en plein cœur de Berlin, est le lieu principal de commémoration de l'Holocauste en Allemagne. L'idée est née à la fin des années 80, à l'initiative d'un groupe de citoyens mené par la journaliste Léa Roche et l'historien Eberhard Jackel. Le 25 juin 1999, l'édification du mémorial ainsi que la création d'une fondation fédérale pour son entretien furent décidées par le Bundestag. L'édification commença le 1er avril 2003 et le mémorial fut officiellement ouvert au public le 12 mai 2005. Le mémorial se compose d'un champ de stèles s'étendant sur 19 000 m² et accueillant 2711 modules en béton, ainsi que d'un centre d'information dans lequel est présentée une exposition sur la persécution et l'extermination des Juifs d'Europe ainsi que sur les historiques des crimes. Sur le site Topographie des terreurs, non loin de la Potsdamer-Platz, se trouvait la centrale de la terreur nationale socialiste, de 1933 à 1945. La police secrète d'État, Gestapo, le commandement SS, le service secret de la SS et le service général de la sécurité du Reich. C'est là qu'ont été menées persécutions et destructions des opposants au national-socialisme en Allemagne et à l'étranger et que s'est organisé le génocide des Juifs et des Roms. L'exposition du centre de documentation ouvert en 2010 retrace l'histoire du site et des institutions de la terreur installées tout près du quartier du gouvernement nazi ainsi que l'histoire de leurs crimes organisés à l'échelle européenne. Dans une ancienne villa utilisée de 1941 à 1945 par les SS et servant aujourd'hui de mémorial, 15 hauts dignitaires des SS décidèrent de coopérer à la déportation et à l'assassinat planifié des Juifs européens le 20 janvier 1942. L'exposition permanente, la conférence de Wannsee et le génocide des Juifs européens, livre des informations sur l'histoire de la précaution des Juifs, de la privation de leurs droits et de leurs expulsions entre 1933 et 1939, ainsi que la déportation, ghettoisation et assassinat des Juifs européens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le mémorial propose plusieurs approches pédagogiques pour se pencher sur la persécution et l'assassinat des Juifs européens, sur l'histoire du national-socialisme, sur les antécédents et les conséquences. Regardez à présent un film qui vous fera mieux comprendre le travail que nous avons effectué à la Villa Wannsee. Alors, tu fais quoi, Elias? Je travaille sur les pages d'un livre d'un enfant antisémitique. Où ça, fais voir? Antisémitique. D'accord. Qu'on retrouve donc à l'intérieur. Hein. Page d'un livre d'enfant. Et alors, qu'est-ce que... C'est une image où il y a des juifs à l'intérieur des maisons, représentés avec un nez crochu, des gros sourcils. Et devant la maison, il y a des enfants
qui les pointent du doigt comme s'ils étaient différents. Et aussi en bas de l'image, derrière la clôture, il y a un juif. Et je pense que les enfants ne veulent pas jouer avec lui. D'accord. Alors vous avez chacun une photo étudiée? Oui. C'est ça? Et toi, Saoussel, tu fais quoi? Moi, je travaille sur une image de propagande qui est trois personnages, c'est sur l'antisémitisme. C'est trois personnages de race aryenne, comme ils disaient les nazis. Et on voit sur cette image une image de pureté. Et d'après, comment ça s'appelle, les anthropologues, ils ont fait des recherches pour comment trouver une solution pour ne avoir que des races pures. D'accord. Ok. On voit bien les trois personnages blonds aux yeux clairs et une Oui, image sur de la photo pureté. du haut, hein, voilà. Ah, D'accord. Voilà, prendre un grand plan. Et physiquement parfait. Ça va, c'est pas trop dur? Non, ça va. Ilyes? Ça va. C'est bon? Dans un endroit calme comme ça va. C'est vrai? Voilà. Vous Personne ne travaillez peut sur témoigner de la Shoah parce que... Vous travaillez sur le livre d'or, c'est ça? Oui. D'accord. Et vous faites quoi alors? On cherche, on lit. Vous lisez les commentaires? On lit les commentaires, on regarde les citations. D'accord. On regarde les citations qui nous semblent les plus importantes et on fait. De quel pays ça vient? D'accord. Quel pays sont les visites? Et après on fait des statistiques. On écrit un peu ce que les gens y pensent, surtout en quelle langue c'est écrit en fait. D'accord. Ok. Vous présentez ça en public après tout à l'heure au groupe, au reste du groupe? Oui. D'accord. C'est parti faire des interviews. Ah oui, parce que vous êtes avec Adrianique et Oui, Fatima. Ok, ça marche. On interroge des personnes pour savoir leur impression, s'ils sont déjà venus, pourquoi ils sont venus, et si c'est la première fois, est-ce qu'ils voudraient revenir, ou s'ils sont déjà venus plusieurs fois. D'accord. Et vous interviewez quel type de personnes? Comment vous faites pour savoir qui Enfin, pas les jeunes, pas les trop jeunes, parce que c'est leur classe. Ouais, d'accord. Sinon, on interroge des personnes qui sont un peu plus âgées, D'accord. qui connaissent plus le souhait. Et vous leur parlez en quelle langue du coup? En anglais. En anglais, c'est bon, ouais. Alors tu fais quoi là, Ayoub? Je travaille sur une affiche qui est nécessaire. Je travaille sur cette affiche. D'accord. Et on voit un aigle avec la tête d'un juif et un homme qui est à bout de force. Comme c'est une affiche de propagande, c'est pour dire pourquoi les juifs, à mes sentiments, ça veut dire que les juifs, ils affaiblissent les hommes. D'accord. Alors tu fais quoi là maintenant? Tu vas où? Maintenant, je vais derrière la maison pour travailler, répondre aux questions qui m'ont été posées ici. D'accord, ok. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Je reviens te voir. Je vous laisse, d'accord? D'accord. D'accord ou... Merci. En fait, on va comparer les deux gares, celle de Pithiviers et celle de... Oui, d'accord. Et ça avait l'air un peu comme ça. Moabit, c'est pas Grunewald, c'est l'autre Moabit où la plupart des trucs partaient, mais pour avoir une idée de comment ça avait l'air. Voilà. En fait, on a décidé, enfin la dame elle nous a dit que si on voulait pas répondre aux questions, on pouvait en fait comparer les deux. D'accord. On va en visiter deux, donc on les compare les deux. D'accord, celle de Pithiviers et celle donc de Grunewald. La ligne de train la plus utilisée, c'était celle de Moabit, car c'était celle la plus proche des camps. Et c'était plus simple de leur faire marcher, par exemple. Parce qu'elle nous a dit que c'est le... Si vous voulez bien filmer le plan, Dani. Elle nous a dit que la gare de Moabit, la ligne de train de Moabit se situe là. Et elle nous a dit que les camps se situent dans cette zone-là, donc c'est plus facile de marcher de là à là que de la gare de Grunewald d'ici. D'accord. Au camp qui est situé dans cette D'accord, ok. Le DDR Museum se trouve en face de l'église paroissiale Berlanda. Suivant la devise L'histoire a touché, ce musée ouvert en 2006 se consacre à la vie quotidienne et à l'ancienne RDA. Cette exposition interactive ne présente pas de façon classique les objets exposés dans les vitrines, mais invite ouvertement les visiteurs à les toucher et les essayer. Une maquette produit une cité d'immeubles en dalles préfabriqués et ordonne la visite de l'exposition par thème. Économie de pénurie, école, culture des jeunes et loisirs. Des objets de tous les jours et des documents sont enfouis dans des tiroirs et armoires que l'on peut ouvrir. Les visiteurs peuvent aussi s'asseoir au volant d'une Trabant ou regarder des journaux télévisés de RDA dans un salon.
En 2010, l'exposition s'est agrandie en incluant les thèmes État et parti. Une table multimédia permet de s'informer de façon ludique sur l'organisation du parti unique SED. Voilà, nous vous laissons à présent regarder un petit montage photo qui vous montre le séjour vu sous un autre angle, celui des transports et de la vie quotidienne.